Là, je vais aborder le deuxième point, qui est quel est le cadre réglementaire qu'on va pouvoir suivre pour ces histoires de données de la recherche. Et là, j'ai fait un petit focus donc qui reprend les interventions des précédents orateurs sur le contexte international de l'open science, à ne pas à garder en trame de fond. Donc moi, je ne l'ai pas repris depuis 1996, c'est peut-être une erreur. Donc la déclaration de Berlin de 2003, libre accès à l'information scientifique et technique, OCDE 2007 avec la recherche financée sur fonds publics et la valeur des données financées sur fonds publics, les principes Pantone 2009. Alors pour ce qui nous concerne en agriculture, l'Open Data for Agriculture, qui promeut les politiques et les investissements dans l'open access pour les projets financés par les pouvoirs publics, le RDA qui a été mentionné tout à l'heure, la Research Data Alliance, des nouvelles revues qui sont apparues, avec aussi de nouveaux entrepôts de données, et des recommandations de la Communauté européenne en juillet 2012 pour organiser le libre accès aux publications et aux données d'ici 2014. Et évidemment, comme ça a déjà été dit, H2020 et son pilote Open Data. Donc on voit qu'il y a quand même depuis un certain temps un mouvement de fond, une lame de fond qui pousse à l'open science et à l'open data. Côté juridique, qu'est-ce qui s'est passé entre parenthèses en parallèle? Alors, côté juridique, je n'ai pas fait la même évolution, c'est peut-être un tort, je reverrai mes slides. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a beaucoup de textes sous différentes formes juridiques, des lois, des circulaires, des directives, des règlements, qui vont régir les données de la recherche, mais qui ne vont pas être dans un texte, un seul et unique texte. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de textes. En revanche, il y en a un quand même qui se sort un petit peu par rapport aux autres. C'est la loi de 78, dite loi CADA, CADA pour Commission d'accès aux documents administratifs, et qui a été modifiée là récemment, pour ceux qui en ont entendu parler, par la loi dite Walter, et qui en fait est venue transposer la fameuse directive PSI, Public Sector Information, qui a été aussi mentionnée dans les précédentes présentations, et qui a été donc transposée chez nous en 2015, et qui maintenant est codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Ce qu'il faut savoir, pourquoi ce texte devient un texte principal pour nous, et une des difficultés qu'on peut éventuellement avoir, c'est que les directives dites PSI, qui datent de 2003 et de 2013, enfin la première 2003, qui d'ailleurs s'appuyait sur notre loi de 78, qui a permis d'écrire cette directive, modifiée en 2013, ne met pas dans son champ d'application l'ESR, les enseignements supérieurs et recherche. Pas dans le champ d'application, ça veut dire que ça ne nous concerne pas, voilà ce que ça veut dire. C'est transposé chez nous, pam, ça nous met dans le champ d'application, et ça vient modifier un certain nombre de principes, qui fait que maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Je peux dire le mot compliqué, je pense, pour nous. Qu'est-ce qu'on trouve aussi quand même le Code de la recherche qui parle dans l'article L112-1 alinéa E de l'organisation du libre accès aux données scientifiques. Le projet de loi Le Maire pour une économie numérique, pour une république numérique, on le verra après. Et alors, ensuite, il y a plein d'autres textes qu'on peut citer. Le Code du patrimoine, la loi informatique et liberté, la circulaire pour la protection du patrimoine scientifique et technique, le Code de l'environnement, la directive Inspire, la directive sur l'eau, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire que chaque domaine peut ou pas avoir des directives, des textes qui vont régir pour partie ce que nous, on va appeler notre donnée de la recherche, une donnée de la recherche qu'on aura créée dans ce secteur-là. Par exemple, autre texte, le décret sur le statut de l'INRA a été modifié le 23 novembre 2015. Il a été introduit dans l'article 4, que l'INRA organise, en l'absence de disposition ou clause contraire, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications. Donc voilà, on voit qu'on vient sur ce texte principal rajouter des choses et des obligations au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, comme je le disais, le texte principal, qui peut faire bizarre, mais quand même, c'est la fameuse loi CADA, donc loi sur l'accès aux documents administratifs,
bien sûr que document administratif, ça ne parle pas trop à un chercheur. Et en fait, le cadre donc, qui maintenant nous impacte finalement, c'est le cadre de l'open data, puisque la directive PSI transposée dans la loi CADA, ça parle d'open data. Et donc le code de la recherche qui nous demande d'organiser le libre accès à nos données. Voilà, donc document administratif, accès au public. Pour l'instant, la définition n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est qu'un document administratif ? C'est, quelle que soit la date, le lieu de conservation, la forme, le support, les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent notamment c'est important, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive, les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives et compagnie. Et si vous allez sur le site de la CADA, vous avez aussi toute une série d'informations sur ce que peut être un document administratif. Et la dernière en date, c'est que le code source d'un logiciel peut être un document administratif. Voilà, donc document administratif, ce n'est pas que produit par un service de gestion, nos ressources humaines, nos financiers, non, ça peut être les données de la recherche. Est-ce que je produis des documents administratifs ? Bah oui, oui, si mon employeur est public. Donc on va être concerné. Tout ce que je fais dans le cadre de ma mission peut être considéré comme un document administratif. Alors à ça, toutefois, il va y avoir des bémols. Il y a une attention à porter pour les doctorants, et notamment si la thèse est cofinancée ou réalisée avec un partenaire privé. Il va quand même falloir faire attention à ce qui est écrit dans le contrat, notamment dans le cadre des bourses CIFRE. Ce n'est pas dit du tout que là, on considère que ce qu'a fait le doctorant soit dans le cadre de la mission de service public ou soit considéré comme public. Donc il y a quand même des petites exceptions sur lesquelles il faut faire attention. Et encore une subtilité, c'est que, alors là j'ai mis, j'aurais pas dû, mais on essaie de simplifier quand même parce que sinon on ne s'en sort pas, chercheur, enseignant-chercheur, directeur de recherche, professeur. Il y a une exception. Donc la loi DADV-SI de 2006 et la transposition de la loi sur le droit d'auteur dans, excusez-moi, je ne trouve plus, dans la Société de l'information de 2001, on l'a transposée en France en 2006, et il y a eu une exception portée. Alors dans le texte, ce n'est pas écrit chercheur ou enseignant-chercheur. Hein. Alors je n'ai pas eu la présence d'esprit de me le noter pour vous le lire très précisément, mais il est question de personnes dont la divulgation des documents ne relève pas d'un contrôle de l'autorité hiérarchique. Et donc, dans ce cadre-là, les écrits, tout ce qui est fait, qui est original et qui peut être soumis au droit d'auteur, reste la propriété du fonctionnaire. Petite subtilité. Donc, dans l'absolu, d'où ce qui fait le sujet que vous connaissez tous là, à travers les publications scientifiques, ça reste la propriété du chercheur qui cède ses droits et la boucle est bouclée pour l'édition. Si cette exception n'avait jamais existé et que nativement tout ce qui était fait, comme c'est le cas aux USA par un fonctionnaire, ne lui appartenait pas mais appartenait à son employeur, il y aurait peut-être eu autre chose pour la cession des droits auprès des éditeurs. Je ne suis pas sûre que les personnes morales auraient cédé comme ça, à titre gracieux, pour ensuite racheter derrière les revues s'ils en avaient été propriétaires directement. Hein. Bon, là, je ferme ma parenthèse, mais voilà. Donc ça, c'est une petite particularité qu'il faudra qu'on garde présent à l'esprit sur la production des données, et notamment pour les collègues dont l'objet d'étude, les données de recherche, sont des écrits ou des publications. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est qu'un jeu de données produit par un chercheur s'apparente à une information du secteur public. Alors, je dis dans certains avis, mais c'est quand elle donne des avis, mais c'est assimilé à un document administratif. Évidemment, ce sera toujours une archive. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que les données de la recherche sont un document administratif et qu'à ce titre, elles sont soumises à la loi CADA. Voilà. En revanche, quelque chose qui est très, très important, dans cette loi, toujours, et dans ce cadre réglementaire, c'est que ne sont communicables que les documents achevés. Tout ce qui est document préparatoire, ce n'est pas communicable. Pourquoi c'est important ? Parce que la question de quand est-ce qu'on communique les jeux de données peut être importante, et notamment dans certains domaines disciplinaires, il y a des questions d'embargo qui peuvent se poser, du fait d'avoir
eu son jeu de données et ensuite de se dire moi je veux d'abord publier avant de pouvoir, si je donne comme ça tout de suite mon jeu de données qu'on publie avant moi, c'est quand même pas très intéressant pour moi. Entre parenthèses, il y a d'autres collectifs de chercheurs qui eux considèrent qu'ils pourraient tout à fait mettre à disposition tout de suite les données, même sans avoir publié. Bon, voilà, donc ça va vraiment être en fonction de certaines disciplines. Donc je pense qu'on peut quand même légitimement penser que tant que la publication n'a pas eu lieu, on n'est pas tenu de faire éventuellement une demande, d'accepter une demande de communication sur le fondement de la loi CADA au motif qu'on peut considérer que le document n'est pas achevé, le document étant finalement la publication. On n'a pas récolté les données pour le plaisir de récolter des données, on a récolté des données travail préparatoire à une publication. La difficulté va se poser à ce niveau-là sur la notion, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'a été pensé l'open data, de toutes ces données qui en fait ne font pas l'objet d'une publication et qui restent sur des ordinateurs sans avoir été traitées 5 ans, 10 ans après. Donc là, est-ce qu'on pourra toujours penser que c'est un document non achevé, donc non communicable? C'est à voir. Et du coup, là, c'est à contrario justement du mouvement Open Data qui veut dire, ok, toi, ça fait 5 ans que tu les as, tu n'as pas su en faire, tu ne les as pas traités, faute de temps, faute de je ne sais pas quoi, mais bon, ouvre-les si c'est possible, et puis faisons en sorte que peut-être d'autres personnes, eux, arriveront à tirer quelque chose de cette information qui, pour l'instant, ne sert pas. Dans la loi, il reste que la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas, alors je vous l'écris tel que c'est dit, ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé, que les sources et dates de dernière mise à jour soient mentionnées. Il est bien évident que dans le cadre d'une réutilisation, on va réutiliser pour produire des nouvelles choses et que bien souvent, on va de toute façon retravailler les données. Mais ce qu'il faut, c'est que donc ça pose aussi des questions, sources et dates mentionnées. Là, c'est C0. Vous ne mentionnez pas votre source, vous ne mentionnez pas votre date, vous ne mentionnez plus rien du tout. On y reviendra après, Creative Commons 0, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, donc public domaine. Moi, ça me pose de vraies questions. Je ne comprends pas que ça ne pose pas de questions aux scientifiques. Les scientifiques, leur but, leur existence, c'est d'être cités. Voilà, on doit citer ma publi, et plus je suis cité, mieux c'est, meilleur je suis. Mais on ne va pas citer mon jeu de données. Oui, c'est C0, là, je ne te cite plus. Au moins comme ça règle le problème. Bon, on y reviendra après, si vous voulez. Petit focus, donc la fameuse loi CADA modifiée par la loi Walter, transposition d'une directive européenne, et le projet de loi Le Maire ou projet de loi pour une économie numérique là, qui est en bonne voie. Normalement en septembre, ça devrait être bon. Moi j'ai arrêté de lire parce qu'un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup c'est violet. Donc moi j'attends que ce soit sorti pour après le lire et bien l'exposer, mais néanmoins voilà les dernières nouveautés. Donc qu'est-ce qui change pour nous? Principalement dans cette fameuse... Alors, dans le premier point, CADA transposé par la loi Walter. Nous, en tant qu'ESR, on a toujours été, entre guillemets, soumis à la loi CADA. Sauf qu'on avait une dérogation, l'article 11, qui nous permettait de fixer les conditions de la réutilisation ou de ne pas autoriser la réutilisation. Cet article a été abrogé. Nous tombons dans le lot commun de toute l'administration publique. Donc, pour l'instant, on reste à une communication sur demande, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse une demande pour qu'on l'examine et qu'on voit si on communique ou pas. Mais on incite quand même à la mise en ligne des documents achevés. Là, je reviens sur cette notion de document achevé qui pourra quand même, dans certains cas, nous affranchir au moins laisser nos équipes publier les premières. Pour certaines d'entre elles, c'est très important. Ça mentionne aussi la libre réutilisation, abrogation de notre article, donc libre réutilisation par toute personne à d'autres fins que celles de la mission de service public. Ça devient compliqué pour les licences. Parce que qui dit libre réutilisation dit, moi chez nous on aime beaucoup la Creative Commons sans usage commercial. Alors là, moi je vois libre réutilisation, d'ailleurs j'ai changé mon petit logo, avant je mettais ça, maintenant je me dis peut-être enlever sans utilisation commerciale, c'est plus une libre réutilisation, je mets une contrainte. Le principe de gratuité qui nous tombe dessus pour la réutilisation. Alors les exceptions, il y en a deux, il y a les services qui ne vivent que de la redevance, c'est-à-dire si de toute façon, ok, vous êtes service public, mais vous n'aviez pas de financement par l'État, vous viviez du fait que vous faisiez payer l'accès à vos données, et voilà, si on vous dit que maintenant c'est gratuit, ça devient très compliqué.
de vivre. Donc là, il va quand même rester des exceptions. Et va encore rester des exceptions dans le cadre de tout ce qui est culturel, bibliothèque, pour la numérisation des fonds. Bon, là, je ne connais pas très bien le texte, il faut aller le voir, mais il y a encore des exceptions pour les bibliothèques. Pour ce qui concerne purement le PST, donc établissement public à caractère scientifique et technique, tel que l'INRA et le CNRS, pour l'instant, les exceptions, je ne les ai pas trop trouvées, mais bon. Incitation à la mise sous format ouvert et librement réutilisable. Ben ça, c'est ce qui était dit aussi précédemment. Hein. Je veux dire, si vous mettez un format qui est propriétaire et il faut payer très très cher pour pouvoir vous procurer le logiciel et ensuite lire votre jeu, ce n'est pas mise en open data. Hein. Et la possibilité dans la loi Walter de choisir sa licence. Donc licence de réutilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne comme autorisation à la personne qui prend mon jeu de faire avec mes données, très important. Dans le projet en cours, alors ça c'est évidemment sous réserve du texte qui va arriver, donc c'est bien un projet, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. La communication en ligne, elle serait obligatoire dès qu'il y a une première demande qui serait faite. Voilà, donc là vous ne vous posez plus la question, mais au moins il faut quand même une première demande. Et alors les bases de données seraient formellement concernées. Là, ça mérite un petit point, et je reviens à mon histoire de droit sui generis où l'établissement est propriétaire. Jusqu'à présent, comme il y a un droit de propriété sur une base de données, une administration pouvait faire valoir ce droit pour s'opposer à une demande de communication de la base de données en disant bah, écoutez, ça m'appartient, j'ai un droit. Il y a des jugements qui ont confirmé. Alors la CADA est contre, mais il y a des jugements. Il y a de la jurisprudence qui confirme le fait que voilà, s'il y a un droit de sui generis, on peut ne pas communiquer la base de données en question. Bon, pour éviter ça, la loi pour une économie numérique, la loi Le Maire, dans certains projets que j'ai lus, viendrait couper définitivement le débat et peu importe qu'il y ait un droit sui generis ou pas, c'est communicable. On ne peut plus opposer le fait qu'il y ait un droit de propriété pour dire ah, non, je ne communique pas. Alors que là, pour l'instant, on peut toujours, la plupart de nos bases de données, là, telles que c'est formulé par la loi CADA actuelle, il y a toujours le droit sui generis qui s'applique. On peut toujours dire, attendez, je ne sais pas si j'ai un droit dessus, je vais voir. Bon, l'obligation à la mise sous format ouvert, à voir si ça reste. Et ça, a priori, ça devrait rester. Là aussi, c'est un bien pour un mal pour un bien, je ne sais pas. La licence, il y aurait un décret qui fixe la liste des licences qu'on peut. Donc, il n'y a plus de questions. Enfin, il n'y a plus de questions à se poser. Il y a une liste, il faut choisir dedans. Les Creative Commons, très utilisées dans le monde de la recherche, seront-elles dans cette liste? Je ne suis pas dans le sein des saints, je ne peux pas vous répondre. Mais si elles n'y sont pas, la licence étalable, il y a des chances qu'elle y soit dedans. Mais les Creative Commons, je ne sais pas. Donc ça risque de nous compliquer la vie. Moi, je l'ai vécu sur tout ce qui est logiciel libre. Il est clair que les licences anglo-saxonnes, donc de la Free Software Foundation ou de l'Open Source Initiative, les fameuses GNU Public License et compagnie, sont très connues internationalement. Quand vous produisez un code source logiciel scientifique que vous voulez le mettre en open source, c'est quand même plus simple de le mettre en GPL que de mettre la fameuse licence Cécile. Pourquoi? Parce que la licence Cécile, elle est très bien, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui, en dehors de notre microcosme, la connaissent. Et les collègues anglo-saxons, la Cécile, si on ne leur explique pas par A plus B ce que c'est, et que c'est compatible avec la GPL et que ça y ressemble, bon voilà, vous avez quand même... Donc ce qui fait qu'en fait, peu de collègues utilisent maintenant la licence Cécile. La GPL en plus a tenu le cap de la jurisprudence, elle a été donc, implicitement validée lors de procès, donc c'est quand même ces licences-là qui font un peu référence, parce qu'elles sont connues et largement utilisées. Donc pour moi, les Creative Commons, c'est un peu du même genre, quoi. Elles sont connues, largement utilisées. Si elles ne sont pas dans le décret, ça risque quand même, au moins d'un point de vue scientifique, de poser des questions.